notre présence, nous assistons à la reddition de certains éléments Wazalendo qui opéraient dans la zone. Un rassemblement est organisé à Kiliba. Le porte-parole de la FC M23, Lawrence Kanyoka, présente ses combattants comme des frères ayant choisi la voie de reddition. Leur chef autoproclamé appelle d'autres à faire de même. Je lance un message pour qu'ils viennent, car nous avons été bien accueillis. Qu'ils viennent vite, en fait que nous libérions les pays ensemble. Nous ne voulons plus que les armes servent à détruire le pays, ni à faire la discrimination. Que ceux qui les portent viennent désormais avec l'objectif de construire notre pays tous ensemble. À Ouvira, la vie reprend peu à peu. Les activités économiques redémarrent, les habitants circulent à nouveau, certaines communautés réapparaissent dans les espaces publics, mais une question de mer, qui va-t-il se passer après? Voilà, merci de votre attention. Donc vous voyez, l'enquête s'est déroulée du 9 au 15 décembre et son équipe était composée donc de moi-même, Pichu Chomongo, donc j'étais à Goma, j'étais à Nyaroshishi, j'étais à Uvira, j'étais à Luvingi, j'étais à Kiliba, hein, parce que vous voyez la vidéo avec les Wazalendo, nous étions en filles. Donc on a sillonné pratiquement le site Kivu pendant une semaine pour effectivement collecter uniquement les faits. Donc voilà, on est parti dans une démarche apolitique, mais juste pour essayer de briser les silences. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où les silences nous rendent complices. Le fait de voir des choses et le fait de ne pas dire parce qu'on veut sauver un copain politique ou un ami bruxellois. Donc du coup, ça nous met en situation, aujourd'hui, nos populations, nos frères, nos sœurs sont en train de tuer, de mourir gratuitement parce qu'il y a une oligarchie, parce qu'il y a un groupe d'individus qui veulent s'accaparer, qui veulent bien évidemment rester au pouvoir. Donc voilà, on ne fait pas de la politique, on va rester vraiment sur les droits humains, ce qui a fondé notre démarche et qui fonde aussi l'action de ces jours. Donc voilà, donc l'enquête s'est déroulée effectivement du 9 au 15 décembre et son équipe était composée de moi-même, Pichu Chomongo, pour le compte de l'action pour les droits humains et pour la diaspora plurielle congolaise. Et il y avait Jean-Paul Ngaïngodi, hein, que vous avez vu sur la vidéo, qui est coordonnateur de la Convention pour le respect des droits humains. Il y a Moïse Komayombi, qui est reporter indépendant, c'est lui qui a fait ce travail. Et je tiens à préciser que nous travaillons aussi avec le collectif des avocats de partie civile parce que la situation est telle que seuls nous ne pouvons pas travailler pour qu'on puisse responsabiliser ou documenter les faits. Donc du coup, il y a un partenariat qui est dessiné entre les responsables des communautés, entre les acteurs locaux, les acteurs humanitaires et qui fondent aujourd'hui l'action avec les collectifs des avocats qui prendront la parole des parties civiles, qui prendront la parole bien évidemment pour essayer d'étayer et voir ce qui peut être fait dans l'avenir. Donc voilà, actuellement nos enquêtes se poursuivent, hein, je tiens à préciser, les enquêtes se poursuivent encore dans des zones directement touchées par ces bombardements et des exactions, hein, notamment, vous avez vu ce qu'on a présenté, c'est passé au territoire de Walungu, à Kamanyola, Luvingi et consorts, mais il y a la situation du Vira, il y a encore des bombardements. Il y a ce qu'on a remarqué aussi par rapport au témoignage qu'on a eu vraiment documenté. Il y a carrément, il y a eu un moment, toute la période où nous étions, du mois de décembre, où on était dans le site Kivu, il y a un camp de concentration qui est créé au Congo. Et c'était à Minembwe, où il y a eu un blocus humanitaire
la population de Minembwe n'avait plus accès à rien du tout, ni à l'eau, ni à l'électricité. Déjà, c'est compliqué l'électricité. Pas d'aide humanitaire, pas des humanitaires qui pouvaient y accéder. Et donc, ils étaient dans une situation où personne sortait, personne pourrait rentrer. Et ils sont restés comme ça durant plusieurs mois. Ça aussi, c'est un point qu'il fallait le dire parce qu'aujourd'hui, il y a les Nations Unies qui fait des rapports. Il y a des organisations ci et là qui interviennent, mais qui n'ont pas le courage de dire aussi ce que la population civile qui est innocente. Elles vivent actuellement sur cette partie-là de l'Est, sur la partie Fizi, sur la partie Makobo. Là. Il y a aussi une enquête actuellement à Makobo. Là. Nous avons nos équipes qui sont en train de récolter les faits. Donc au niveau du haut plateau également, Baraka, Mwenga, Fizi et surtout Massissi aussi. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un échantillon des rapports qui vont venir régulièrement. L'idée ce n'est pas seulement de vous faire des rapports, de vous présenter des situations, mais plutôt trouver des solutions et responsabiliser. Ce que nous voulons lutter contre l'impunité. Parce qu'aujourd'hui, l'impunité fait en sorte que n'importe qui, un gouvernement burundais qui peut décider gratuitement de bombarder toute une population qui est chez elle, qui n'a pas forcément besoin de s'exprimer politiquement. Si le Burundi ou la RDC ont besoin de faire la guerre, qui n'ont qu'à faire la guerre avec le M23 et laisser la population vivre en paix. Et c'est la situation aujourd'hui qui est très alarmante et qui nous a interpellés et qui doivent interpeller tout le monde. Donc, dans le cadre de ces rapports, nous avons mis en évidence notamment, comme vous l'avez vu, l'existence des bombardements ayant touché des zones habitées, hein, donc par des populations civiles causant de pertes en vies humaines et puis des dégâts matériels très importants, notamment à Kamanyola, à Massissi, et n'en parlons même pas à Makobo, là, Baraka, Minembwe, qui aujourd'hui est un centre, vraiment un vrai camp de concentration, vraiment qui dit son nom, hein, donc au regard de tout ce que la population a subi, l'enfermement, la privation de tout et tout ça, on tenait aussi à les relever. Il y a aussi les côtés, les exactions ciblées contre les populations Banyamulenge et Barundi. Ça, on a vu ça personnellement à Uvira, où on a vu des mamans qui n'ont rien à voir, mais qui s'est coupées gratuitement parce qu'il fallait punir, parce qu'il ne fallait pas que ces femmes-là puissent allaiter des enfants et tout ça. Donc on a vu des enfants de 10 ans victimes de viols et consorts et tout ça. Donc voilà. Donc il y a des situations où on tue gratuitement la population sans raison, tout simplement parce qu'ils ont une faciès qui ne correspond pas à ce que, puisque moi c'est des termes qu'on a appris sur le terrain aussi, voilà, les Hutu power, ça existe. Ça, les gens ne veulent pas croire dans le site Kivu, c'est des situations qu'on a vécues où le pouvoir burundais décide carrément d'agrandir sa zone d'influence sur le site Kivu, parce qu'il y a des minéraux qui ne doivent pas passer, je sais pas, par d'autres frontières, mais plutôt vers le lac Tanganyika ou directement par le Burundi. Donc il faut maintenir cette zone-là et à tout prix par la force. Et donc du coup, ce n'est pas la République démocratique du Congo qui contrôle les opérations militaires, mais c'est plutôt l'armée burundaise. Ça, ce sont les FARDC qu'on a rencontrés à Kamanyola, qu'on a rencontrés à Uvira. À un moment donné, sur les trajets, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y avait des tenues de militaires par terre, des balles, des gilets pare-balles, des casques, machin et tout, des bottines et tout ça. Le FARDC, à un moment donné, ont refusé de se battre, ont préféré carrément se mettre en civil. Et on a, tout le long du trajet jusqu'à Uvira, on a vu que ça. Oui, il y a eu, à part des cadavres burundais, hein, qui étaient vraiment bien en tenue militaire et tout ça, mais les Congolais, une fois il y avait l'arrivée, ce qu'on a entendu auprès de la population, l'avancée, les bombardements, ils enlevaient leur tenue et ne voulaient pas se battre. Et c'est ces FARDC-là que nous avons interrogés, qui ont dit carrément qu'ils refusaient de recevoir directement les injonctions, des décisions émanant carrément du chef d'état-major burundais. Donc voilà, ce sont des réalités comme ça que la communauté internationale doit entendre et doit le mettre aussi en avant. Ça fait partie du rapport, ça fait partie de l'enquête, ça fait partie des éléments aujourd'hui qui fait que voilà, la guerre, les tueries, les exactions au niveau du site qui vous continuez à perdurer. Tout simplement parce qu'il y a une puissance au niveau du Burundi qui veut maintenir son influence sur la zone et fait tout pour que cette zone-là reste sous son contrôle, quel que soit les prix. Donc du coup, on influence les Wazaleno, que vous avez vu aussi à Kiliba,
qu'on a interrogé aussi, hein, parce que bon, il y a certains témoignages, d'autres personnes n'ont pas voulu carrément qu'on expose leurs témoignages, donc du coup ils ont préféré garder l'anonymat, donc on n'a pas été dans les détails, mais il y a des éléments probants, on a voilà, ils préfèrent plutôt le jour où la justice les convoquera par rapport aux actes causés et tout, en ce moment-là ils pourront témoigner ouvertement. Donc il y a des faits comme ça qu'on a vu et tout, et il y a aussi, il faut rappeler, il y a le blocus bancaire, humanitaire, je l'ai dit, économique, hein, voilà, et aérien. Donc du coup, les aides humanitaires ne peuvent pas atterrir au nord comme au sud Kivu parce qu'il y a un blocus aérien. Donc du coup, le gouvernement qui a le contrôle du survol aérien donc, a décidé à ce que voilà, les avions ne circulent pas et les humanitaires ne puissent pas accéder puisque jusqu'à preuve du contraire, le nord et le sud Kivu sur le plan du droit international est toujours à la responsabilité de Kinshasa. Donc le pouvoir de Kinshasa ne regarde pas la population, donc a bloqué tout ce qui est circuit bancaire. Les gens vivent comme ça sans ressources. Ceux qui avaient un peu des économies en son temps et qui ont la culture bancaire et d'avoir des cartes B et fonctionner comme c'est pas à Kinshasa, les gens ont du cash. Tous ces gens-là ont perdu leur économie parce qu'ils n'ont plus accès à leur argent et donc ça, c'est ce qui fait que l'économie est par terre. Les choses semblent un peu bouger, mais c'est vraiment compliqué. Sur la partie humanitaire, n'en parlons pas. Nous n'avons pas vu des humanitaires qui font des rapports tout le long de la journée et tout. Quand on voit la MONUSCO circuler, ils sont en blindé, ils sont en cortège, ils sont déconnectés de la réalité, ils ne s'échangent pas avec la population. Mais tous les soirs, ils vont faire des rapports. Mais maintenant, nous les humanitaires, nous les Congolais, c'est notre pays, nous avons cette responsabilité. Nous avons jugé utile, nous aussi, d'aller sur le terrain. Au moment où on était à Kamagno, là, il y avait encore des crépitements. À Ouvira, quand on est arrivé, c'était vraiment compliqué. Donc, si tu prends le risque d'y aller jusqu'au bout, ben, tu prends le risque. Et nous, il fallait qu'on aille sur le terrain au moment où il y avait encore des crépitements, au moment où il y avait encore les sangs qui coulaient, parce que nous avons vu des cadavres, parce que nous avons vu des situations catastrophiques qu'on n'a pas forcément envie d'énumérer, mais qui sont dans le rapport. Et les rapports que vous voyez qu'on va distribuer, ce n'est qu'un échantillon. Et il y a des éléments qui sont encore là. On peut mettre à la disposition soit des avocats, soit des parties civiles, ou soit des humanitaires qui aimeront peut-être appuyer des enquêtes judiciaires dans ce sens-là. Donc, Maître Midon reviendra là-dessus pour essayer d'approfondir un peu ce que je dis. Il y a aussi les déclarations des citations à la haine, à la xénophobie qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais aussi au niveau de la Belgique. Il y a 2 ou 3 mois, nous avons vu ici les élites d'origine congolaise sont venus ici et voilà, ils mettent tout sur le dos du Rwanda, du Rwandais et consorts et tout. Or, en réalité, les Congolais doivent eux-mêmes se prendre en charge pour défendre leur pays. Donc, c'est des situations qui sont super compliquées et ça, ce sont aussi des situations qui enveniment les réseaux sociaux et qui tissent aussi la haine chronique entre les populations par rapport aux faciès, par rapport aux langues. Et aujourd'hui, nous avons, sur tout le long du parcours et tout, discuté avec les compatriotes. Ils m'ont demandé, vous avez vu dans le document, je parle en lingala. C'était à la demande de la population. Parce qu'ils m'ont dit que non, vous, les gens de l'Ouest, vous qui parlez lingala, c'est vous qui nous bombardez. Et donc, il fallait que moi, qui ne parle pas Swahili, qui est de l'Ouest, puisse parler en lingala pour montrer qui j'étais et pour que la population puisse aussi comprendre que non, c'est faux. C'est un régime qui est dans une démarche de se maintenir au pouvoir et qui est un allié burundais qui veut garder sa zone d'influence. Alors, il faut massacrer et tuer. Donc, j'étais obligé. Ils m'ont dit, bon, ce n'était pas une obligation parce que je pouvais le faire en lingala ou pas, mais ils m'ont demandé gentiment, faites un message en lingala pour que ceux qui ne parlent pas Swahili voient qu'effectivement, il y a des Congolais qui parlent lingala, qui sont aussi là-bas en train de défendre les causes. Ce n'est pas une histoire de guerre de l'Est contre l'Ouest, les Swahili contre les Congos ou les Banyamulenge qui sont victimes et on veut que l'écarter du Congo. Non, on doit construire le Congo et on doit vivre ensemble. C'est vraiment l'esprit du travail et c'est la démarche qui nous anime aujourd'hui. Est-ce qu'on veut vraiment qu'on reste dans ce cadre-là, qu'on mette un peu de côté les discours politiciens ou politiques, mais plutôt de parler sur le fait, de parler des conséquences, de parler sur les vies humaines et ça va nous permettre d'aller un peu plus loin. Donc,
Nous avons perdu énormément du temps parce que vous avez vu aussi, il y a eu un groupe de gens qui sont venus parce qu'ils voulaient perturber cet événement, parce qu'ils étaient gênés d'attendre notre son de cloche. Parce que nous avons été sur le terrain, on a l'habitude de nous vendre tout ce que Mouyaya va dire sur les réseaux sociaux, dans les rapports que les Nations Unies va faire. Tout le monde sait que le rôle que les Nations Unies jouent dans la déstabilisation de la région, parce que les Nations Unies ont besoin d'exister, d'opérer, d'agir, de contrôler les minéraux par-ci et là, et donc d'où la nécessité de perdurer des tensions communautaires pour que sa présence soit justifiée. Donc on voit des rapports où ils accablent qu'il y a un camp, pas d'autre, et donc nous, on a un autre regard. Tout ce qu'on veut, c'est que la vérité éclate dans une certaine neutralité et faire en sorte que voilà, les droits prennent de l'avant, comme ça, qu'il n'y ait plus ces silences-là complices qui aujourd'hui nous privent et confort. Donc voilà, donc les craintes des déploiements actuels de l'armée burundaise dans le haut plateau, des conséquences récentes des bombardements, ça continue, les témoignages recueillis par des leaders des communautaires et tout ça, des divers, indiquent que voilà, de violences seraient perpétrées par la coalition gouvernementale. Donc, toutes les personnes que vous avez vues qui sont dans notre rapport indiquent qu'effectivement les bombardements provenaient du Burundi. On ne sait pas le rôle de Burundi, on ne sait pas ce que Burundi veut faire exactement, qu'est-ce qu'il veut. Ben voilà, nous, tout ce qu'on demande à nous, en tout cas les citoyens du monde, les défenseurs du droit, de la justice, voilà, de se mettre ensemble dans le cadre pour que nous puissions en tout cas faire valoir la vérité ou la justice concernant les populations. Donc il y a, en tout cas sur la partie du rapport que nous avons fait à Kamanola, donc il fait état de plus de 200 personnes civiles tuées, plus de 203 blessés, plus de 500 000 personnes déplacées à la fois au Burundi mais aussi au Rwanda. Bon voilà, les centres que nous avons visités avaient 1073, donc excusez-moi, 1073 voilà, Congolais réfugiés et qui jusque-là sont toujours là. Donc voilà, sur l'analyse humanitaire et juridique des faits, donc je vais essayer de donner la parole à Maître Miton. Un micro. Voilà, merci Monsieur Pitou Chobongo. Alors, concernant les violations internationales de droits humanitaires, les violations de droits humains, la situation de protection des civils et les conséquences à court terme et à long terme des communautés affectées, nous allons donner la parole à Maître Declercq Miton Ntosoni ainsi qu'à Maître Bernard Manga. Merci. Merci madame. Avant de parler des violations qui ont été faites, je préfère placer le cadre théorique avant de l'appliquer au conflit à l'est du Congo. Et le cadre théorique, c'est le droit international humanitaire. Qu'est-ce que le droit international humanitaire? C'est en fait l'ensemble des règles de droit international public qui s'appliquent au conflit armé. Parce qu'au Congo, à l'Est, il s'agit d'un conflit armé. Et il y a une branche du droit qu'on appelle, en fait, c'est pas un ensemble de règles de droit qu'on appelle les jus in bello, l'ensemble des règles qui s'appliquent au conflit armé. Et ces règles ont pour finalité de limiter les effets des hostilités sur les personnes civiles. Ainsi, quand il y a des parties au conflit, ces parties, on peut leur appliquer les jus in bellum, c'est-à-dire comment user de la force létale, mais les civils sont protégés. C'est pourquoi on parle du droit international humanitaire. Or, la mission d'enquête dont vous avez entendu quelques produits ici, c'est une mission qui a associé l'enquête sur les dommages causés aux civils et a apporté une aide humanitaire. Donc, pleinement, il y a une mission qui colle au droit international humanitaire. Alors, le droit humanitaire international, le droit international humanitaire, c'est un droit qui a des sources conventionnelles. Il y a ainsi
4 conventions de Genève. Et chaque convention, il y a la première convention qui s'applique aux militaires blessés et malades sur terre. Et quand on parle de malades sur terre et blessés sur terre, la deuxième vient pour parler de malades et blessés sur mer. La Convention 3 établit le régime juridique applicable aux prisonniers de guerre, tandis que la Convention 4 est consacrée à la protection des personnes civiles en temps de conflit armé. Toutes ces conventions ont en commun l'article 3, et on l'appelle l'article 3 commun. Cet article constitue un socle normatif minimal applicable à tout conflit armé non international. Cette disposition impose le respect des garanties fondamentales, notamment l'interdiction des atteintes à la vie, l'interdiction des atteintes à l'intégrité physique, interdit la torture, interdit les traitements cruels, inhumains et dégradants, ainsi que les condamnations prononcées sans jugement préalable rendu par un tribunal régulièrement constitué. Il y a des condamnations arbitraires que le droit international humanitaire condamne. Il y a eu des protocoles additionnels, notamment le protocole additionnel 2 en 1977, qui a complété l'article 3 commun en offrant une protection renforcée aux personnes affectées par les conflits armés non internationaux. Toutefois, son application est limitée aux situations dans lesquelles l'État concerné doit avoir ratifié le protocole et où les groupes armés disposent d'un commandement et d'une organisation territoriale affirmée. Il convient de souligner que de nombreuses dispositions des protocoles additionnels sont du domaine aujourd'hui du droit international coutumier. Et le droit international coutumier s'impose à l'ensemble des parties à un conflit armé, qu'ils aient ratifié ou non. Et tout cela confère au protocole un avantage, c'est que il n'obéit plus au seuil d'application plus restrictif prévu par le protocole additionnel 2. Pour ce qui est des conflits à l'est de la République démocratique du Congo, le droit international humanitaire s'applique. Pourquoi il s'applique? Il s'applique parce qu'on ne tient pas compte de ce que, pour le gouvernement du Congo, il s'agit d'un conflit international armé. Mais pour la coalition Alliance Fleuve Congo M23, et évidemment le Rwanda qui a été accusé, il s'agit d'une affaire congolo-congolaise. Mais pourquoi on dit que le droit international humanitaire s'applique? Il s'applique parce que le droit international humanitaire s'applique à tout conflit armé. Il s'agit là d'un conflit armé, il faut appliquer le droit international humanitaire. Ce droit international humanitaire vise à assurer la protection de toutes les personnes affectées par le conflit armé. L'étendue de cette protection varie selon le statut des individus. Les personnes participant directement au conflit peuvent être légalement prises pour cible. Ainsi, on a entendu le coordonnateur de l'ACM23 dire qu'on a accusé que les Wazalendo, enfin il y a eu des tueries à Goma, et lui a dit qu'il s'agissait de Wazalendo. Et dans ce cas, les Wazalendo étaient des combattants. Donc le droit international humanitaire, où tout le droit permet de prendre pour cible ceux qui sont combattants. Par contre, le droit international humanitaire protège les civils. Et il impose en tout temps de distinguer entre civils et combattants, ainsi qu'entre biens civils et objectifs militaires. Mais l'enquête vient nous dire que les Burundais surtout ont ciblé indistinctement civils et militaires. En toutes circonstances, toute personne doit être traitée avec humanité.
et sans discrimination défavorable. Parce qu'il ne s'agit pas ici de dire que le droit ne protège que les nationaux. Non, le droit protège tous les civils qui sont dans un territoire en conflit armé. Donc, avant de dire qui est congolais, qui n'est pas congolais, il faut dire qui est civil, qui ne l'est pas. Le respect de la dignité humaine, de l'honneur et des convictions religieuses constitue une obligation impérative. À cet égard, toute violence, torture ou traitement cruel, inhumain ou dégradant est strictement prohibé. Il est aussi interdit toute discrimination et prise en compte, et le droit international humanitaire prône la prise en compte des besoins spécifiques. Conformément à l'article 3 commun aux conventions de Genève, tout traitement défavorable fondé notamment sur la race, la religion, l'origine ou toute autre considération analogue est interdit. Ainsi, on ne peut pas autoriser que les Banyamulenge soient pris pour cible. Parce qu'aujourd'hui c'est eux, demain ça risque d'être d'autres personnes. Cette interdiction s'étend à toute forme de discrimination fondée sur le genre. Ainsi, les femmes contre les hommes, l'âge, le handicap ou l'appartenance politique. Nul ne peut être privé de la protection du droit international humanitaire en raison de son identité personnelle. Toutefois, le principe de non-discrimination n'exclut pas la mise en œuvre de mesures différenciées en faveur de certaines catégories de personnes présentant des besoins spécifiques. Au contraire, le droit international humanitaire impose parfois un traitement particulier, notamment en faveur de blessés et malades, des prisonniers de guerre, des femmes enceintes et des enfants, conformément entre autres aux dispositions pertinentes de la 3e Convention de Genève. Une fois ce cadre théorique posé, nous allons demander aux avocats qui conseillent les parties de prendre la parole pour dire exactement comment ils s'y prennent et quelles sont les parties civiles qui ont pris contact avec eux. Bien évidemment, Maître pourra aussi revenir sur les situations des récents bombardements, donc faire tout un rapport sur ce qui s'est passé aujourd'hui au camp de concentration de Minembwe.